Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour créer son premier module PrestaShop. On va voir un petit peu les grands principes et voir comment ça fonctionne. Donc cette vidéo s'adresse à tous ceux qui ne connaissent pas vraiment PrestaShop, qui sont développeurs et qui veulent se lancer. Et on va voir un petit peu toutes les astuces pour créer un module assez simple qui va afficher un contenu qu'on va pouvoir paramétrer dans l'interface d'administration. C'est parti! Donc, première étape, il faut avoir un PrestaShop d'installer. Donc, nous travaillons en local et avec la version 1.7.8.7, donc c'est la version qui est sortie aujourd'hui, qui comprend le correctif de la faille de sécurité qui vient de sortir. Et donc, il faut avoir aussi, bien entendu, un éditeur de code. Donc, on va travailler avec Visual Studio Code. Et donc, on va tenter de réaliser un petit module qui va venir se greffer sur la colonne de gauche et qu'on va pouvoir greffer un petit peu n'importe où. Et le but, c'est de mettre du contenu dans l'administration et qui s'affiche sur une colonne ou un peu où on veut sur le site. Donc, première chose à faire, c'est de savoir, on va analyser la structure d'un module PrestaShop. Donc là, nous avons tout notre PrestaShop. Il y a un dossier module et on va prendre le module de produit phare, donc c'est le module qui se trouve ici. PS Feature Product, et on va voir comment il est fait. Donc ce module, si on va dans module manager, on tape phare, non, alors peut-être que je suis en anglais, voilà, Feature Product, donc là bon, c'est en anglais, je suis en franglais, donc on va regarder pour corriger ça aussi. Et donc comment voilà, donc ce module, quand on clique sur configurer, on arrive sur une page de configuration de module et on peut rentrer quelques informations. Par exemple ici le nombre de produits affichés, par défaut c'est 8, vous pouvez en choisir 12 et vous pouvez dire de prendre les produits de telle ou telle catégorie. Là, par exemple si je change et que je mets la catégorie vêtements et je vais mettre les produits en aléatoire, je fais ça et là effectivement ça va changer, donc il n'y a pas beaucoup de produits dans la catégorie, donc forcément c'est pas super pertinent de faire ça, donc on va remettre sur Home. Je vais en mettre 6 en aléatoire. Voilà, hop. Et quand on rafraîchit, est-ce que ça les met en aléatoire? Oui, effectivement. Voilà. Donc on va analyser un petit peu ce module et voir comment il est fait. Donc déjà il faut trouver le nom du module. Il y a dans la ligne, il y a un indice pour ça, c'est ici en fait, on peut regarder et que configure, donc on a le nom technique du module, donc ça c'est le nom du dossier. Donc là si on recherche, on doit trouver forcément un nom qui a l'extension PHP, donc c'est-à-dire psfeatureproduct.php, donc ça c'est le fichier d'entrée du module. Comment ils sont faits les modules? Eh bien, il y a un dossier qui a le nom technique, donc ps_featured_products, et à l'intérieur, il y a forcément un fichier du même nom avec l'extension PHP. Et dans ce fichier, il y a forcément une classe qui a le nom ps_featured_product. Donc moi, j'évite de mettre des underscores, mais bon là, vu que le dossier il a un underscore, il faut mettre l'underscore. Donc, qu'est-ce qui fait ce module? Donc là déjà, il va charger quelques namespaces qui sont créés par PrestaShop. Donc ça on verra après. C'est une classe qui étend la classe module principale de PrestaShop et qui implémente la widget interface. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment exclusif à PrestaShop 1.7 et supérieur. Ce n'est pas présent dans les versions antérieures. En 1.6 par exemple, ça si vous le faites, ça ne marchera pas. Donc il faut bien entendu charger le namespace ici. Impérativement, le module doit avoir la méthode construct avec des paramètres nécessaires, donc le name, ça c'est le nom du dossier. Donc auteur, la version, need instance 0 ou 1 pour qu'il soit tout le temps instancié dans back-office. Ça c'est pour la compatibilité. Donc version minimum, version maximum. This de Bootstrap, c'est pour charger la bibliothèque Bootstrap dans l'admin. C'était surtout pour dans les anciennes versions 1.5 et 1.6, quand ils ont mis Bootstrap en route. C'était pour vraiment changer l'apparence, donc là on laisse toujours à true. On envoie la méthode construct du parent et nom display name, donc c'est le nom d'affichage qu'on a dans le back office. Donc ça c'est la manière de faire des traductions.
Et la description, c'est une petite description qui va également se mettre dans le back-office. Et ça, c'est donc le template file. C'est bon, c'est un peu utilisé un peu partout, mais c'est pas nécessaire. Ça a été rajouté par le développeur. C'est juste pour indiquer quel sera le fichier de rendu, le fichier TPL de Smarty. Il faut absolument qu'il y ait une méthode install et une méthode uninstall. Et on verra tout le reste après. Donc nous, notre mission, c'est de faire notre propre module. Et on va décortiquer petit à petit ce qui est fait. Donc, numéro 1, on va déjà créer ici donc un dossier et un fichier. On va l'appeler mymodule / mymodule.php. Vous voyez, on va dire php, hop, classe mymodule en camel case, extend module. Hop. Hop, hop. Et pour ne pas me tromper, moi ce que je fais, c'est que je vois toujours ce qui se passe dans les autres modules. Extend bien module sans S. C'est bon. Et là, je vais dans la méthode construct. Hop, donc je vais dire déjà que c'est notre auteur, donc c'est moi, PrestaSafe. La version, donc toujours en same versioning, si je dis pas n'importe quoi, 1.00. Ici, donc c'est le nom du dossier, mymodule. C'est très important de bien le nommer. This bootstrap true, hop, on va dire this is my custom module. Hop, on va mettre display on custom text on left column. Voilà. Module. Et ça, donc faut bien respecter aussi feature product. Donc on va mettre le même, ce qu'ils appellent le domaine de traduction. On va l'appeler mymodule. Comme ceci. Tac tac. Ce sera vraiment pour le nouveau système de traduction qui est fait dans PrestaShop. Et là, il faut bien respecter aussi le chemin. Donc module mymodule views template. Hop, et ça, ce sera la vue du module qu'on va créer tout de suite. Hop, mon fichier. Voilà. On sauvegarde. Maintenant, on retourne dans module manager. Dans module catalogue, pardon, vu qu'il n'est pas installé. Et je cherche mymodule. Et notre module est bien présent. Étape numéro 1 réussie. Voilà, donc maintenant, on va regarder un petit peu comment l'installer et comment le greffer sur ce qu'on appelle un hook. Donc on va voir ce qu'est un hook. Et en gros, on va voir comment l'accrocher sur la colonne de gauche. Donc, déjà, le module il doit comporter deux méthodes, comme j'ai dit au début. La fonction install, la méthode install, hop. Et la méthode uninstall. Hop. Ces deux méthodes, elles vont retourner quelque chose, elles doivent retourner un booléen, donc true ou false. Et ça, c'est quand on clique sur le bouton installer, c'est ce qui va être exécuté ici. Et ça, c'est quand soit on réinitialise, soit on le désinstalle. Ça doit retourner tout le temps la méthode parent. Hop, dans ce cas-là, et idem ici. Donc là, typiquement, vous avez un module qui marche. Donc on va refaire un test ici. Alors, catalogue. Quand ils ne sont pas installés les modules, il faut aller sur module catalogue. Alors là, je suis en franglais, je ne sais pas pourquoi. Je vais juste réimporter la traduction, ça va marcher. Alors, mymodule. Voilà, je l'installe. Normalement, je devrais un message vert, comme quoi c'est bien installé. Voilà, l'install a bien réussi. Bon, mon module est installé. Il ne fait rien du tout, mais il est installé. Ok, maintenant, si on regarde dans l'ancien module, donc dans les produits phares, dans la méthode install, donc là il y a une méthode qui est exécutée ici, qui est typique à ce module-là. Il y a
une classe configuration update value. Donc ça, en fait, ça sert à injecter les paramètres par défaut dans une table qui est la table configuration. Donc si on ouvre SQL Pro, alors c'est le logiciel de base de données. Hein. Hop, je vais dans ma base. Et en fait, dans la table configuration, si on recherche pardon, cette clé-là, where name, on va dire name, hop, hop, on va voir que j'ai bien une clé qui existe avec une value, donc une valeur. Et en fait, configuration update value, ça veut dire quoi? Tu vas mettre à jour cette clé dans la table configuration et tu lui mets cette valeur-là. Donc ça, c'est des valeurs par défaut. Et ensuite, quand on soumet le formulaire, ça va reprendre, à mon avis, il y a un autre update value comme celui-ci, qui est exactement là, et qui va récupérer la valeur qu'on a mis dans le champ. Donc ça, on verra un petit peu après comment ça fonctionne. Donc là, maintenant, ce qu'on va lui dire, c'est que tu vas retourner ça et tu vas te greffer également sur le hook left column. Alors, hop, on va dire et que $this, pardon, comme ça, register hook display left column. Alors comment je sais qu'il s'appelle comme ça? Bon, parce que ça c'est un vieux hook qui est utilisé depuis très longtemps, depuis la version 1.4. Donc je vous dis dans l'install que tu retournes la méthode parente et que tu te greffes sur la colonne de gauche, et que là quand tu te désinstalles, tu te dégreffes bien entendu pour nettoyer la base de données, pour que ce soit un peu plus clean. Comment savoir quel module est exécuté? Alors, une astuce simple. Alors moi je recherche ce module là, et je vais rechercher dans les fichier de TPL, si il existe comme ça. Et là, effectivement, dans les fichiers du thème, je vois bien qu'il y a un hook qui est exécuté, qui s'appelle display left colon. Donc en gros, ici, ça va afficher tous les modules qui sont greffés sur ce hook-là. Donc, maintenant, si je réinitialise mon module, il va se greffer dessus, mais il va rien renvoyer. Je veux qu'il me renvoie juste un hello world moi sur le hook en question. Donc on va faire une méthode publique qui va s'appeler hook et le nom du hook qu'on veut. Alors, il y a une paramètre en clé qui est renvoyée par Smarty, qui est $params. Là on n'est pas obligé de le mettre parce que nous on va rien avoir. Et on verra un petit peu plus tard, si on creuse un peu le sujet, comment envoyer des données dessus. Et là, je veux juste lui dire, retourne, coucou. Voilà. Donc, on va réinitialiser le module. Donc, réinitialiser le module, ça fait un uninstall, puis un install derrière. Donc là, c'est vert, tout se passe bien. Donc, si je vais voir sur ma boutique, je vais aller ici, sur le left colonne. Normalement, j'ai bien un coucou. Voilà. Donc là, on s'est créé un module et le greffer sur un hook. Et maintenant on va voir comment dans l'admin on peut faire ses propres données et les renvoyer ici avec la bonne manière de faire, parce que ça vous vous doutez bien que c'est pas la bonne manière de faire. Donc nous revoilà avec notre petit module fonctionnel. Maintenant nous allons voir comment le rendre administrable. Donc si on regarde dans la liste des modules d'un PrestaShop classique, hein, on va voir qu'il y a certains modules qui sont ici configurables. Si je clique dans le module check par exemple pour le configurer, je vais avoir un petit formulaire avec le nom du bénéficiaire, adresse, etc. Voilà, on enregistre et les données sont sauvegardées. Nous, ce qu'on va faire, on va créer un petit formulaire et déjà commencer par rentrer du texte pour voir comment ça fonctionne et ensuite voir comment on peut aussi gérer les langues, parce que PrestaShop de base est multilingue. Donc on va voir pour faire ce qu'on appelle un render form. Donc PrestaShop par défaut a bien entendu une bibliothèque qui permet de créer toute cette interface. Donc déjà, la première étape pour rendre son module administrable, c'est de mettre une méthode qui s'appelle getContent. Et cette méthode doit retourner une string, donc qui
qui va contenir le formulaire, etc. Là, on va juste faire un Hello World pour voir comment ça fonctionne. Hop, Hello World, tac. Donc je retourne dans la liste de mes modules. Je recherche My Module. Hop. Et vous voyez, il est configurable maintenant. Et là, il y a bien entendu mon petit Hello World. Donc pour utiliser le helper form, c'est vrai que partir de zéro c'est compliqué. Donc ce qu'on fait, qu'il faut faire, enfin c'est le plus simple, hein, c'est par exemple de partir du module de chèque et de copier le formulaire et de le modifier. Donc on va le chercher déjà. Hop. Render form, vous voyez une méthode qui s'appelle render form. Donc ça, ce sont les champs. C'est un tableau tout simplement qui va retenir toutes les informations du formulaire. Donc dedans il y a la légende, ça va contenir, bon, on verra après, je vous montrerai où c'est. Et ça ensuite ce sera les champs qu'on va pouvoir mettre et ensuite le bouton de soumission. Toutes les infos du helper form, donc ça c'est vraiment tout ce qui est pour le token de sécurité quand on va sauvegarder, etc. Puis ça c'est le plus important, tplvar, ce sont les valeurs par défaut qu'on va pouvoir renvoyer au formulaire si, enfin pour persister les données. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va copier celui-ci, render form. Donc ça c'est du code c'est le vieux code de PrestaShop, ce qu'on appelle le code legacy qui existe encore et qui est encore disponible, qui est compatible à partir de cette version. Si je dis pas n'importe quoi, vous aurez la compatibilité PrestaShop 1.5, 1.6, 1.7. Donc le code utilisé du render form, du helper form, en fait c'est cet objet ici, hein, c'est du code de ce qu'on appelle le code legacy, donc c'est le code, l'ancien code PrestaShop avant qu'il soit passé sous Symfony, qui est encore utilisable et disponible. Et donc si vous utilisez ce code là, en théorie ça fonctionne pour les versions 1.5, 1.6 et 1.7. Voilà, donc je vais recopier le code parce que je pense que... Hop. Donc je reprends ces deux méthodes. Hop là. Je vais les coller dans mon module, ici même. Et on va le laisser comme ça, on va voir un petit peu ce qu'il se passe. Je sauvegarde et je vais juste dire ici, donc dans le get content, je vais juste retourner du coup. Retourne $10 de render form. Et on va voir ce qui se passe. Alors, juste quand j'ai une petite hésitation, je vais dans un module et je regarde ce que fait la méthode getContent. Et en fait, je vois qu'elle retourne donc displayCheck, donc c'est une autre méthode privée en interne. Et le render form. Ok. Hop, donc c'est parti. On regarde ce que ça donne dans l'admin. Donc j'ai bien en fait le... En gros, j'ai un peu dupliqué le module de chèque, hein. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas utiliser ces champs-là, parce que sinon, si je soumets... Alors, je sais même pas si ça va fonctionner, pour être honnête. Bon, il va rien se passer en théorie. Voilà. Donc effectivement, je soumets. Il me persiste les données, mais en fait, il les persiste pas vraiment, parce qu'il les a gardées en poste. Si je rafraîchis l'URL, je vois qu'il n'y a rien qui a été modifié. Donc... ce qu'on va faire, c'est déjà donc helper ID tout le get value de ID carrière. Alors ça, je sais pas trop pourquoi c'est ici. Je pense que c'est pareil, ça a dû être un vieux code copié-collé un petit peu partout. Submit action, donc ça par contre on va le changer. On va dire btn submit my module, je vais l'appeler pour avoir une espèce d'identifiant unique, même si je pense que chaque module c'est plus ou moins isolé. On va le laisser comme ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un petit peu comment ça se passe. Juste, je vais l'appeler test input. Je vais l'appeler comme ça, ce name là, et juste, je vais créer en fait mes champs de configuration. Donc, en fait, ici, dans le get configuration value, en fait, on va faire un matching des données. Donc, on va dire que le check name, donc qui s'appelle plus check name, bien entendu, ça s'appelle test input.
il va valoir comme valeur tool get value. Donc en fait c'est tool get value. Donc pareil, hein, si vous ne savez pas à quoi correspond, vous ouvrez le fichier tool.php. PrestaShop ont un système de classe d'alias, donc en fait c'est tool score, mais ça reste quand même tools.php parce qu'il y a, alors, je sais plus où ça se passe exactement, mais je sais qu'il y a un fichier qui s'appelle alias.php. Alors non, c'est pas celui-là, mais au pire c'est dans le class index. Donc dans le cache, il y a une espèce de matching qui est fait. Vous voyez, en gros la classe tools, elle correspond à tool core, etc. Et ça fait taper en fait dans la classe tools. Enfin bon, c'est un peu un matching. Il faudra vraiment que je creuse un peu ce côté-là pour en parler plus tard, mais en gros, voilà. Tool score, c'est tools. Ouais. Donc pour voir un petit peu comment ça fonctionne, là on a une méthode qui s'appelle getValue. Hop, getValue. Et en gros, on va voir ce qu'elle fait. Donc il va rechercher une clé, mais en gros, il va tout simplement taper dans les posts et dans les get de PHP tout simplement. Voilà, sauf qu'il met lui sa petite sauce en interne. Et donc c'est pour ça que pour être très honnête, si vous faites $_post test input, ça marchera aussi, sauf que si vous voulez valider votre module sur PrestaShop Add-ons, eh bien, il sera refusé parce qu'il faut impérativement utiliser les outils internes proposés par PrestaShop pour une question de sécurité, tout simplement. Donc, il vaut mieux faire un tool get value de votre valeur de post ou de get et ça va fonctionner. Voilà. Et ça marche autant en back qu'en front. Bref. Donc, lui, on va le supprimer. On va juste faire un test, un input. On va le masquer en attendant. Hop. Voilà. Voilà. Donc, là, normalement, je n'ai plus qu'un seul champ. Il est vide parce que la clé n'existe pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une autre méthode public function, ou je peux même la mettre en privé, mais bon, c'est pas très grave. On va la mettre post. On va l'appeler post process. Alors, je l'appelle comme ça parce que dans PrestaShop, il y a beaucoup de méthodes qui ont ce nom-là, notamment dans les contrôleurs, qui vont permettre qui sont plus ou moins automatisés et qui sont exécutés en fait dès qu'on soumet un formulaire ou quoi que ce soit. Donc là, je vais dire if. Alors, ce que je fais comme ça. Bon, y aller. If tools get isset. Alors, on va dire non. If tool is submit de le champ ici. Tac. Donc ça c'est mon bouton submit. En gros, je dis que si mon formulaire est soumis, tourne form submit. Là pour l'instant, je vais juste faire un form submit. Et non submit. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait tout se passe dans le get content du module. Donc ce que je fais, c'est que je vais faire $this de post process et je vais concaténer le renderForm. Donc du coup, la méthode que je viens de créer ici, elle va s'exécuter. Par défaut, elle va retourner un noSubmit, mais quand je vais soumettre mon formulaire, normalement, elle va me dire form submit. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça raconte. Donc noSubmit, je soumets form submit. Donc ok, donc ça veut dire qu'à partir d'ici, en théorie, j'ai les posts qui sont envoyés et je vais pouvoir les traiter. Donc du coup, on va pouvoir, pour voir un petit peu toutes les données que contient PrestaShop, ou contient les posts, il y a une fonction qui est la fonction dump qui est liée à Symfony. On va la retrouver dans Symfony, aussi dans la Ravel, vous pouvez l'installer un peu partout, c'est très utilisé maintenant en dev. Et on peut voir un petit peu, si on fait un tool get all values, normalement, il va me retourner tous les posts une fois que c'est soumis. Donc, je vais mettre du contenu un peu bidon là-dedans. Je soumets. Et là, il m'envoie en fait tous les get que j'ai dans l'URL. Et tous les posts également. En fait, il fait un mélange de posts et de get. Voilà. Et là, j'ai bien mon test input qui a cette valeur-là.
Donc là, le but, il est tout simple, c'est de récupérer cette valeur et de l'enregistrer dans une table, donc dans la table de configuration. Donc voilà, si donc c'est soumis, je vais faire un configuration, donc update value, je vais lui dire que cette valeur, donc cette clé, donc configuration, je sais plus si j'en avais parlé, mais c'est en fait lié à la table configuration et c'est une table qui va faire en fait clé valeur. Donc je veux dire que cette clé là, elle a désormais la valeur to get value de test input. Hop, voilà. Je vais virer mon dump. Ceci est un test, on va l'appeler. Hop, donc là, c'est persisté. Est-ce que ça a été sauvegardé? Oui. Donc, du coup, effectivement, mon getConfig_field_values, il fonctionne bien. Il me dit soit tu récupères getValue, en gros tu récupères le post s'il existe, ou sinon tu prends cette valeur là. Donc là, effectivement, quand on soumet, le post existe, donc il le met, mais moi ce que je dis ici dans le post process, je lui dis que tu fais un update de cette clé, tu lui dis qu'elle vaut cette valeur maintenant. Terminé. Donc là voilà, on sait désormais faire un formulaire en admin, envoyer des données dedans et sauvegarder. Maintenant on va voir un petit peu comment afficher ces données là sur un autre hook pour les récupérer. On va voir que c'est très simple. Okay. Normalement maintenant on va voir pour envoyer des données tout simplement sur le hook et les afficher en utilisant vraiment la bonne méthode, c'est-à-dire en utilisant Smarty avec les templates, notamment celui-ci que nous avons défini ici. Donc on sait qu'il nous faut récupérer cette valeur. Donc pour récapituler, hein, on a dit qu'on allait prendre la valeur de ce champ et l'afficher sur la colonne de gauche. Parce que là, jusqu'ici, nous avons juste un coucou. C'est pas extraordinaire. C'est surtout que c'est en dur. Ok. Donc, comme on a dit, tout se passe ici. Maintenant, on va faire un return, mais on va juste retourner là. On va retourner en fait notre template et on va assigner des données dedans. Donc pareil, hein, pas de magie, je regarde un petit peu ce qui se fait. Hop. .tpl. Ok. Donc en fait on voit qu'il existe une méthode qui s'appelle fetch, qui est vraiment interne au module, donc c'est la méthode parente, fetch. Et vous voyez ici il y a le nom du template. Donc là, si j'utilise cette méthode, ça va me renvoyer les données du module de paiement, mais ça va me générer très certainement une erreur parce que les données qui sont dans ce template là, donc on va voir un petit peu comment c'est fait d'ailleurs, hein. Ça peut être intéressant de voir comment ça se passe. N'hésitez pas à être curieux, hein. Franchement moi j'ouvre tous les fichiers à chaque fois, je regarde ce qui se passe, et c'est comme ça qu'on comprend tout simplement, hein. Donc on voit qu'on a un petit mélange de HTML avec des données en accolade. Donc en gros c'est Smarty, c'est un moteur de template qui est un peu vieux mais qui fait le taf. Il est de plus en plus, je dirais, remplacé par Smarty. Et je pense qu'à terme, ce sera sûr, à terme, PrestaShop n'utilisera plus Smarty en front mais utilisera Twig parce qu'il est livré avec Symfony et c'est la même boîte qui fait Symfony, Sensolab. Donc c'est un très très bon moteur de template, c'est un des plus connus. Petite parenthèse. Donc on voit qu'il y a des espèces de variables. Et d'ailleurs, si on fait ça, on va voir un petit peu ce qui se passe en front. Et là, voilà, forcément on a une erreur. Il me dit undefined index statut. Donc effectivement, il ne connaît pas la variable statut. Parce que là, on lui dit, ok, tu prends ce template et tu renvoies les données. En gros, tu fais ta moulinette et tu renvoies les données. Sauf que ici, il ne connaît pas les variables qui sont. Oui, il dit non, moi je connais pas. Donc ça ne marche pas. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur notre module ici. On va dire fetch de... Hop, juste on va remplacer, on va dire this de template files.
On va voir si notre template existe. Il existe bien, on va dire retour depuis Smarty. Ok, donc là je renvoie bien, je fetch mon template. Hop, je ne trouve plus la méthode, c'est dans le left colonne. Voilà. Je fetch et je renvoie du coup les données. On voit un petit peu ce qui se passe. Retour plus Smarty. Bon, bah, en fait, on n'a pas vraiment. Vous allez me dire, ouais, génial, mais on n'a pas vraiment avancé. Alors là, il y a quand même une très grosse différence, c'est qu'on utilise la méthode fetch. Et cette méthode, elle peut être, en fait, ce rendu, il peut être modifié par n'importe quel thème du coup. Donc ça, on va voir que c'est très important de faire ça. C'est-à-dire qu'une personne qui développe un thème, notamment moi, je développe un thème qui s'appelle Cardilla. Je peux, en fait, si vous développez un module, un client l'achète et le rendu lui plaît pas, je peux prendre le rendu, le copier dans mon thème et le modifier pour le rendre plus adapté à mon thème, sans casser le thème que vous avez fourni le template que vous avez fourni de base. Il faut savoir une chose qui est très importante avec PrestaShop, c'est que de base, chaque module doit renvoyer des vues qui soient compatibles avec le thème classique, donc à savoir le thème d'origine. Maintenant, si vous installez un module sur un thème qui a été développé custom et que c'est pas compatible, il faut faire cette manière-là, c'est-à-dire prendre les vues dans le module et les modifier dans le thème ou dans le thème enfant. Donc on verra un petit peu juste après, j'installerai le thème et on verra comment le modifier. Voilà. Donc maintenant, on sait utiliser Smarty, mais on va le dire message dans PrestaShop. Et là, on voudrait en gros, ici, afficher le message, quoi. Afficher le message ici. Donc là, ce qu'on souhaite faire, c'est dans le left colonne, on va dire à PrestaShop, ok, tu prends des données et tu me les passes dans Smarty et tu les affiches, comme on a vu dans le module de chèque. En gros, il y a une variable ici qui est créée, mais on voit qu'elle n'existe pas. Donc, nous, on va dire, allez, on va, voilà, message. Donc là, on va dire qu'on veut une variable qui s'appelle $message. Bon, c'est très étonnant qu'il ne me mette aucun message, qui me mette aucune erreur. Ça, je trouve que c'est un peu dingue. C'est peut-être qu'une variable de $message existe un peu plus haut. Non. Alors c'est très certainement lié au cache. Alors on va voir paramètres avancés performance. On va vider le cache ici. Oups, ici, vider le cache. Ah, ne jamais recompiler les fichiers template. Ok. Alors quand vous faites des modifications dans les fichiers TPL comme ça et que ça ne fonctionne pas, comme dans mon cas, c'est tout à fait normal parce que de base PrestaShop a un système de cache notamment lié à Smarty, parce que Smarty c'est quand même quelque chose de très gourmand. Il va analyser les fichiers, les compiler en PHP et les afficher. Sauf que il y a un fichier en fait il y a une option de cache. Si on l'active, il va pas faire ça. Il va le faire que si on le désactive. Donc ici il y a un bouton qui permet de vider le cache. Si le cache n'existe pas, Smarty va le recréer. Donc là normalement si je dis pas n'importe quoi, je devrais avoir mon message d'erreur. Donc voilà, effectivement, j'ai bien mon message d'erreur. Parce qu'il n'avait pas compilé le cache. Donc le cache, c'est hyper important à comprendre. Quand on fait du dev sur PrestaShop, il faut désactiver, donc dans paramètres avancés, performance, il faut vraiment dire le cache sur non, et mettre cette option recopier les fichiers template s'ils ont été mis à jour, ou là, forcer la compilation à chaque appel. On est sûr qu'à chaque fois, le cache va être régénéré. Ça, c'est vraiment en cas de dev, c'est-à-dire que sur un site en production, si vous activez ça, votre site il va ramer. Le serveur il va travailler beaucoup plus, vous n'allez pas avoir un bon page speed, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important à ne pas faire. C'est pour ça qu'en général, on fait une version de production et une version de pré-production pour éviter ce genre de problème. Donc là, je vais la rappeler message par exemple. On va voir si c'est bien pris en compte. Hop, message. Et il me dit effectivement, je ne comprends pas le message. Donc, le template, enfin le cache est bien supprimé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que
$this context smarty. Donc là on appelle smarty. On va lui dire tu assignes une valeur. Alors vous pouvez mettre une clé, une valeur ou un tableau clé, valeur. Ok. Donc là moi j'ai besoin que d'une clé. Ou alors vous pouvez faire un assigne par ligne. Ça marche aussi, mais bon. C'est vraiment comme vous voulez. Après au niveau des performances, je sais pas vraiment la différence. Je ne pense pas que ce soit immense. Bref. Donc on va lui dire assigne donc message. Donc ça ce sera du coup la variable $message dans Smarty. Et maintenant on va lui dire eh bien je veux qu'elle ait comme valeur donc test input, la valeur de la clé test input dans la configuration. Donc configuration get test input. Ok. Je vais voir ce qui se passe maintenant ici. Et j'ai bien cette valeur là. Donc maintenant si je le modifie, je soumets mon formulaire, je mets à jour, hop, c'est dynamique, bravo. Donc maintenant on va faire un petit test, on va voir si ça fonctionne. Je pense que oui, mais hop, on va voir si c'est sécurisé de base. Tac. Alors, est-ce qu'il me garde comme ça? Non, il l'a bien. Ok. Donc en fait, vous voyez, là j'ai essayé de faire une petite, un petit hack. Alors c'est bon. Il faut quand même tester la sécurité. C'est pas quelque chose de gros, mais ça peut devenir très gros si effectivement ça fonctionne. Mais on s'aperçoit que en fait, quand je soumets mon formulaire, la valeur du poste est bien celle-ci, mais après une fois que je l'ai rechargé, ça prend la valeur de la configuration, donc ce qu'il y a en base de données, et on voit que PrestaShop a quand même fait le taf, c'est-à-dire que quand il a fait un update value, il a viré tout ce qui était balise HTML. Donc du coup, on va voir un petit peu dans le fichier configuration.php, la méthode update value. Et vous voyez, il y a une option ici, donc key values, et là HTML false. Donc par défaut, on peut injecter du HTML. Donc il faut faire quand même attention. Par défaut, c'est à false, mais si là par exemple je mets true, hop, je vais devoir écrire mon script. Bon, on va écrire hop, script. Hop, il m'a trouvé. Donc là, je sauvegarde. Ah, il me l'a quand même sécurisé, donc c'est cool. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc il me l'a sécurisé. Bon, c'est quand même pas mal sécurisé en utilisant le update value, c'est pas mal. Ok, bon, on va quand même voir que si local host, hop, alors configuration. Donc la table de configuration, elle marche par clé value. Donc là, je vais rechercher le name. Je vais taper test input. Et vous voyez, j'ai le contenu ici. Donc là, je vais virer les commentaires. Hop. Hop. Voilà. Ok. Donc là, j'ai bien la valeur, et là, j'ai bien la valeur. Donc, vous voyez, par défaut, PrestaShop, il n'écrit pas le HTML, enfin, il l'exécute pas. Là, il écrit juste vraiment il convertit les caractères spéciaux en HTML et ça écrit le rendu. Donc, si on a du code HTML qu'on veut exécuter, et ça, c'est vrai qu'on a souvent le cas dans PrestaShop, il faut tout simplement utiliser un filtre Smarty qui s'appelle noFilter. Donc, vous mettez votre variable espace noFilter et là, il va exécuter JavaScript.
pardon, l'HTML. Donc là, effectivement, on a bien une pseudo-faille. Mais c'est pas le but. Le but était vraiment de montrer comment sécuriser cela. Il y a aussi une autre manière de le sécuriser. En utilisant un helper qui s'appelle PSQL. Là, ça va échapper les données avant de les insérer. Donc c'est une double sécurité. On fait toujours ça quand vous avez des données, surtout quand on n'avait pas d'HTML à mettre dedans. Après, on va voir pour transformer en fait ce champ et mettre du HTML, parce que le but c'est de pouvoir simplement mettre un message, mais avec des photos. Parce que là, si on met des photos, il faudrait créer un champ d'upload. Bon, c'est pas très compliqué à faire. On peut créer un champ d'upload, mettre une photo, mais c'est pas super flexible. Le mieux serait quand même d'avoir un texte ARIA avec TinyMCE dedans. Si on devait faire tout ça, bon bah il faudrait injecter le TinyMCE, la source TinyMCE dans la configuration du module, le configurer, l'initialiser, etc. Bien entendu, PrestaShop, on pensait à tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement convertir, vous voyez ici, on va mettre notre type de texte, on va le transformer en texte ARIA. Donc notre input va devenir maintenant un texte ARIA, ok. On va voir aussi comment mettre TinyMCE. Donc il y a un champ autoload, ça s'appelle autoload RTE. Si je ne dis pas n'importe quoi, hop. Ah, il me fatigue à faire ça, tac. Et là, nous avons notre magnifique TinyMCE. Donc, on va refaire un Hello World. Et on va essayer d'insérer une image. Alors normalement j'ai déjà voilà, l'image de base de PrestaShop. Ok, le champ fonctionne. Hello World. Et là, il ne prend pas les images. Donc on va regarder un petit peu pourquoi. Donc on va faire un petit dump de notre variable de message. Hop. Donc le dump marche aussi sur Smarty. Hop, il contient juste Hello World, mais il n'y a pas d'HTML, rien du tout. Donc ça c'est très certainement lié au PSQL que je viens de mettre juste avant. Je le retire. Et en plus c'était... Il faut juste rajouter ici le... Peut-être que si je sauvegarde ça va être un peu mieux. Hein. On resoumet. Ah ok, là je vois que j'ai du HTML et j'ai bien mon image. Ok, génial. Donc là, je vais juste afficher mon $message. Et effectivement, il m'affiche juste l'HTML. Un petit noFilter. Yep. Magnifique. Mon module fonctionne presque à merveille. Voilà, maintenant, il faut quand même l'adapter un petit peu propre, vous voyez, pour qu'on ait un petit peu ce cadre blanc, etc. Donc ça, soit on va piquer un petit peu le code du module. Donc pour savoir comment ça fonctionne, en activant, et c'est vrai que ça c'est depuis uniquement la PrestaShop, version PrestaShop 1.7, quand on active le mode debug qui est dans paramètres avancés performance, ici la mode debug, vous voyez, de toute façon vous le voyez avec la petite barre Symfony debug ici. Dans le code source, vous avez en commentaire le nom de la vue, et le chemin de la vue. Donc on peut voir ici que ça commence, donc là je suis en local, donc c'est sur mon ordinateur effectivement, mais si, donc là, last-presta c'est le document de route, donc dans thème, classique, module, PS category tree, view, template, hook, machin, et c'est celui-ci en fait. Donc si je récupère ce chemin-là, je vais dans mon IDE et que je recherche, j'ai là où s'exécute la magie tout simplement. Donc c'est div block categories. Alors est-ce que c'est pas une carte ou quoi que ce soit? On va voir un petit peu comment fonctionne celui-ci aussi. Alors ce qui m'étonne c'est qu'ils ont tous la même vue.
je catégorise. Voilà. On va faire les feignants, hein. C'est-à-dire qu'on va récupérer exactement cette div là. Hop. Forcément, tac. Donc on va supprimer ça. Ça, la Eli, ça m'intéresse pas. Je vais mettre mon message. Ok, donc là j'ai toujours mon image qui dépasse. Après, bon, un petit coup de CSS. On va dire que toutes les images de ce bloc soient flexibles en gros. Parce que par défaut, il y a une taille fixe. Donc ça, c'est vraiment le tiny MCE. C'est-à-dire que si soit on peut dire ici qu'on va modifier la taille de l'image tout simplement. Contraindre les proportions. On va voir ce qui se passe si je fais ça. Mais bon, c'est pas terrible non plus. Hein. Donc on va mettre un... Ce qu'on va dire, c'est qu'on va greffer un CSS uniquement pour ce module-là. Et dire que toutes les images qui sont dedans, elles soient automatiquement à 100%, que ce soit flexible, quoi. Parce que c'est vrai que les utilisateurs, je ne pense pas qu'ils aient le réflexe d'aller ici, de mettre la bonne taille. C'est pas... Bon, ça c'est assez limite, hein, c'est quand même pas très pratique. De toute façon, le but c'était aussi de vous montrer comment on peut faire pour greffer un CSS pour un module. Donc, nous avons parlé des hooks. Nous avions le hook left colon, donc c'est là où s'affichait tout notre système. Mais maintenant, on va utiliser un autre hook qui s'appelle le header, tout simplement. Display header. Alors, ce que je fais, c'est que je vais faire ça. Hop, et je vais, dès l'installation du module, je vais lui dire de se greffer sur le display header. Comme ceci. Je vais créer une fonction publique hook, nom du hook, display header, ok. Et je vais maintenant voir comment... Alors je sais pas s'il y a de CSS ici, hein, pour être très honnête. Non. PS contact info non plus. On va regarder dans le custom text, peut-être qu'il y a un petit CSS. Bon. On va regarder add CSS. Voilà, dans les modules, hop, voilà. On va utiliser le bloc réassurance. Donc il y a deux manières de faire. Cette manière, encore une fois, fonctionne avec le legacy, donc PrestaShop 1.5, 1.6, 1.7. Et il y a une nouvelle manière de faire, c'est le register style et register script uniquement compatible 1.7. Est-ce que maintenant ça vaut le coup de développer un module pour 1.5, 1.6, 1.7? Je ne sais pas. Pour 1.5, c'est sûr que ça vaut plus le coup. Ça, on va pas se le cacher. Pour 1.6, il y a encore pas mal de clients dessus, mais c'est une version qui n'est plus maintenue. Voilà, il y a aussi bon, il y a aussi le fork de 1.6, il y a Certibiz, mais c'est pareil. Il n'y a pas beaucoup de personnes dessus, je pense. Moi, pour l'instant, je développe que sur du 1.7 désormais depuis quelques mois. Là, on va montrer comment ça fonctionne, mais à terme, enfin, vous pouvez utiliser que du Symfony. De toute façon, PrestaShop va passer à 100% dessus. Il n'y aura pas de marche arrière possible. Donc, ce que je vais faire, use css front.css. Je vais dire donc dans le display header de faire appel au contexte, donc à l'objet contexte, au contrôleur en cours, et je vais dire d'ajouter un CSS, donc this de path c'est le chemin du module. Puis dans le dossier view CSS, alors nouveau fichier, je vais l'appeler view dans le dossier CSS et je vais l'appeler front.css. Et là je vais dire par exemple body pour être sûr que ça fonctionne, mais il faut pas franchement le faire parce que là ça peut être très compliqué. Je vais dire de masquer le body pour l'instant pour voir si ça fonctionne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais
réinitialiser mon module pour qu'en fait il se greffe sur le display header. J'ai cette solution là parce que effectivement j'ai dit dans l'installation de se greffer dessus. Maintenant si on n'est pas obligé, donc soit je réinitialise mon module, on va voir toutes les solutions, soit je fais ici réinitialiser et je réinitialise mon module. Alors là dans mon cas je vais avoir 0 perte de données parce que j'ai pas fait en sorte d'effacer des données et de réinjecter des données à l'installation. Par contre il y a plein de modules, d'ailleurs je pense que j'aurai un message d'alerte, il me le dit. Voilà, vous êtes sur le point de réinitialiser ce module. Cela va rétablir les paramètres par défaut. Cette action est irréversible. Donc, moi, dans mon cas, je peux le faire parce que je sais que je risque rien. Par contre, si vous faites ça avec le module check, par exemple, il va se remettre à 0 et il n'y aura plus vos informations dedans. Donc, il faut faire très attention. Il y a l'option numéro 2 où on sait qu'on va pouvoir greffer le module sur un seul hook. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aller dans apparence, position. Et c'est là où on peut voir absolument tous les modules sur tous les hooks. Moi je vais dire greffer un module. Je vais rechercher my module. C'est celui-ci. Et là il me propose en fait les hooks disponibles. Mais il n'a pas compris encore que mon module pouvait être disponible sur ce hook là. Donc est-ce que c'est parce qu'il n'a pas été exécuté ou bon, effectivement, donc là je pense que dans mon cas il faudrait réinitialiser, mais si vous pouvez vraiment pas le faire, il y a une astuce qui est toute simple et que j'ai tendance à faire vraiment pour être sûr que je n'ai aucun problème. C'est-à-dire que je vais dans le get content et je vais tout simplement l'enregistrer ici. Je le fais une fois et en fait quand je rafraîchis la page, donc la méthode get content va s'exécuter et là en fait il a exécuté donc ce register hook et là en théorie il est greffé sur il est désormais greffé sur le header. Donc pour le voir, bah pareil, hein, apparence position, soit je recherche mon module display, alors vous voyez j'affiche les points d'accroche invisibles, le display header fait partie des points invisibles mais effectivement il est désormais greffé et voilà tout simplement. Ça c'est vraiment une astuce que j'utilise vraiment quand je dis bon je veux pas réinitialiser, je veux pas risquer de perdre les données. Bon on fait ça, on met une ligne de code, on rafraîchit, on efface et ça fonctionne. Donc là je rafraîchis mon front et effectivement je vois bien que mon front.css il est bien chargé parce que j'ai dit au body de se masquer, mais on peut voir tout simplement ici dans le code source et ça c'est un réflexe à avoir qui est très important. Donc là j'ai un fichier qui s'appelle front.css mais qui vient du module bloc réassurance, là du faceted search, donc il y en a beaucoup qui s'appellent front.css, et là par contre j'ai my module view css mon front.css, donc ça veut dire que PrestaShop a bien détecté mon fichier, qu'il existe bien, qu'il est bien placé, et donc qu'il est affiché. Par contre l'inconvénient c'est que là je suis sur une catégorie, mais il va également s'afficher sur la page d'accueil. Moi je veux dire que je veux que ce fichier là s'affiche uniquement sur les catégories parce que ça sert à rien d'avoir un fichier CSS qui n'est pas exploité, c'est de la perte de performance. Voilà, dans ce cas là c'est vraiment inutile, donc je vais mettre une exception et je vais dire que je vais faire appel au contexte, au contrôleur, et je vais dire que si le contrôleur en cours PHP self, donc c'est le nom du contrôleur, chaque contrôleur ont un nom. Si celui-ci s'appelle catégorie, tu charges ce fichier, mais uniquement si on est sur les catégories. Donc comment savoir un petit peu le nom des contrôleurs? C'est très simple et ça c'est une astuce qui est très importante à connaître pour moi. C'est que chaque élément, notamment le body, sur chaque page le body il a un ID différent. Donc là l'index c'est qu'on est sur le contrôleur index, donc l'index contrôleur. Si je vais sur les catégories, il va s'appeler catégorie, donc c'est la catégorie contrôleur, vous voyez. Donc j'ai dit que si le contrôleur il s'appelle catégorie, donc en gros pour traduire simplement, mais ça veut dire que si le catégorie si le body il a l'ID catégorie, j'exécute je lance mon CSS. Voilà, donc maintenant je vais le masquer parce qu'il n'y a aucun intérêt à faire cela. Et voilà, on sait comment maintenant placer du CSS.
Donc pour notre petit fichier CSS, on n'a pas grand chose à faire honnêtement. Hein. On va juste faire en sorte de préfixer par contre un ID ici. Je vais l'appeler ID bloc custom module. Bon, on va bloc my module. C'est un peu plus parlant. Hop. Bloc my module. Hop. Et je vais dire que hop là. Dans bloc my module, toutes les images, c'est max. Oui, 100%. Donc normalement avec ça, alors j'avais fait un test en local bien entendu. Donc avec ça effectivement ça fonctionne hein, si je le supprime, si je le masque, hop. Donc oui si je l'applique, bah écoutez ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Donc là on a un module qui est à peu près fonctionnel. Juste on va voir un petit peu les traductions parce que PrestaShop a bien entendu la possibilité d'avoir plusieurs langues. Et là je vais rajouter on va dire English. Je vais rajouter l'anglais mais version Grande-Bretagne. Bon c'est pas très grave, de toute façon vous pouvez ajouter un petit peu les langues que vous voulez, c'est pas gênant. Donc en ajoutant une traduction, en fait, ça va m'ajouter la langue avec tout le package de traduction back-office, front-office. Vous pouvez aussi créer une langue vous-même, il n'y a pas de souci. Vous allez dans localisation langue, il me semble, voilà, ici. Vous ajoutez votre langue ici, mais là, en fait, en ajoutant un pack de traduction fait par PrestaShop, c'est beaucoup plus simple. Tout est déjà préconfiguré. Vous avez le format de date, le format d'heure, et puis tout ce qui va avec le back-office et le thème aussi en front-office. Donc, pour moi, c'est la meilleure manière de faire, c'est d'ajouter une traduction. En faisant ça, alors là, on a ce petit message parce qu'effectivement, on est en mode debug. Sinon, en fait, c'est parce qu'il vous dit attention, ça va faire une redirection. Et effectivement, parce qu'il va y avoir le préfixe FR maintenant. Et on a bien ici donc le module de sélection de langue qui est à jour. Et du coup, je peux switcher mes versions en anglais et en français. Donc vous voyez tout le template a changé, pas le contenu des fiches produits parce que on a installé en français et là il a tout simplement dupliqué tout ce qui était dans les produits etc en français, mais vous voyez déjà tout est traduit. Pareil c'est voilà, vous voyez, de pagination, tout. Donc là notre but maintenant c'est d'avoir dans le back office la possibilité de traduire, de modifier le contenu du module en fonction des langues. Par exemple, si on va dans le module de chèque, alors chèque, il est où? Voilà. Par chèque, si je vais ici, eh ben non. Oui, bon, forcément, c'est vrai qu'un chèque, c'est assez logique. Il a toujours le même nom. Bon, alors en fait, il y a une option qui est simple. On va aller dans le render form. Et ici, au niveau de mon input, je vais lui rajouter l'option langue et je vais dire true. Donc je vais dans mon module, my module configuré. Donc mon champ ne s'affiche pas. Du coup on va devoir chercher pourquoi. Donc voilà, je fais ce module dans ce but là aussi de trouver le pourquoi du comment. Donc là j'ai mis mon autoload RTE, ok, langue true. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de... Moi souvent je recherche comme ça, je fais un autoload RTE true et je regarde un petit peu un module, vous savez, dossier module, un fichier PHP de module qui a également cette option là et je vais voir un petit peu pourquoi ça marche pas. Donc là je vois que je tombe pareil sur un helper form et je vois que il y a bien le langue true, autoload RTE ok. Donc du coup je vais un peu comparer le helper form. Alors moi helper form, et là je vais en fait m'apercevoir que ici il y a une option avec les langues. Bon, bah, écoutez, ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement copier
Et en fait, on va lui dire que notre helper form, eh bien, il a besoin de lang pour fonctionner. Et on va lui dire aussi... On va lui donner ces options-là. Allez, on va lui donner toutes ces options-là. Hop. Voilà, défaut lang. Et puis on va chercher un petit peu la variable défaut lang. Qu'est-ce qu'elle vaut? Donc, bah, elle récupère la langue par défaut de PrestaShop. Donc on va faire comme... hop. Qu'est-ce qui se passe maintenant sur mes joueurs? Ah, alors là, j'ai le système de debug, mais effectivement, vous voyez, donc mon champ est bien revenu, et par contre j'ai quelque chose de très intéressant, c'est que j'ai un choix de langue. Mais sauf que voilà, rien ne fonctionne, rien qui... Je n'ai plus le texte que j'avais avant, je sauvegarde, ça marche plus, tout est vide, bon, ok. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe. Toujours regarder un petit peu ce qui se passe dans le code source. Vous voyez, par exemple, si je mets mon test input, alors je vais remasquer la langue pour voir un petit peu le changement. Et donc là, ça marche toujours, mais par contre, si toujours je regarde un petit peu ce qui me sort, et là, effectivement, il y a bien mon name, il s'appelle bien test underscore input. Si j'ajoute la langue, là, on voit qu'il ça... Bon, déjà, j'ai une erreur, forcément. Mais je vois aussi que mon name, vous voyez, il a maintenant underscore 1. Ok, je change la langue. Je vois qu'il s'est passé quelque chose ici. Je regarde, hop, 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 hop. Alors je re-cible celui-ci. Et mon textaria, je vois qu'il a un input 2. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que je vais remplir le 1, le 2. Et dans mon post-process, je vais faire un dump. Et je vais voir ce qui se passe. Donc on peut regarder ici que test underscore input n'existe plus, mais qui s'appelle underscore 1, underscore 2. Donc en fait, c'est tout simplement l'ID de la langue qui est derrière. Donc le 1, ça doit être le français, le 2, c'est l'anglais. Donc en fait, il faut tout simplement modifier notre processus, ici, et ici. Ok. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement retourner un tableau avec des langues. Donc on va copier cette ligne-là. Et cette ligne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère tout simplement les langues actives. Alors langage get language, bon, alors l'option, on va voir à quoi elle correspond. Hop, get languages active true. Donc ça récupère que les langues actives. Donc là, le fait de mettre false, ça va récupérer toutes les langues qu'on a dans PrestaShop. Donc on va laisser comme ça. Hop. Et on va dire, on va créer un tableau. Hop. On va appeler $res pour résultat. On va dire que c'est un tableau vide à la base. Et on va dire que res de test input underscore langue id langue. Donc on récupère l'idée de la langue égale configuration get de la langue. Hop. Idée langue. Et on va tout simplement retourner notre tableau. Alors, on va faire mieux même. On va faire comme ceci. C'est-à-dire qu'on va récupérer. Hop. On va récupérer la valeur du poste également. Hop, de la langue. ID langue. Hop, pardon. Et on va retourner notre tableau. Voilà, comme ça, ça veut dire que si le poste il est soumis, ben ça ouvre le poste. Sinon, ça prend la valeur là-haut. Et du coup, ben, même chose dans le post-process. On va dire que s'il est soumis,
pourquoi il me le met comme ça. Donc s'il est soumis, on va faire un update value de $lang id lang. Hop, je vous montrerai après à quoi va ressembler $lang, hein, tout simplement. Ça contient id lang concaténé. Hop. Hop, pardon. Et pareil ici, on va virer ça. Hop. Voilà, donc en théorie ça devrait fonctionner. On va faire un petit test. C'est un annexe test input, forcément. Alors, il existe où encore ce test input? Ici, non. On n'a tout simplement pas fait la bonne manière de gérer le formulaire. Quand on a des champs traductibles, on met la clé du champ, puis dans un autre tableau, on met l'id de la langue. Voilà, donc du coup en faisant ça, on a effectivement langue 1, langue 2, donc tout va bien. Il faut tout simplement refaire notre tableau, désormais. Et donc, dire que le test input, c'est ce champ-là, et du coup, c'est cette clé-là. Et après, ça ne change pas notre manière de faire pour le reste. Donc là, on va dire langue fr. On va switcher maintenant, on va dire hop, langue en. Donc j'ai bien mon langue fr, j'ai bien mon langue en. Hop, je rafraîchis. Langue fr, langue en. Impeccable. Maintenant, il faut tout simplement renvoyer les bonnes données en fonction de la langue ici, sur le front. Donc, on retourne dans le left colonne. On va dire que notre get, on récupère le get, mais en y appliquant la langue par défaut. Donc, contexte, language, id. Donc, contexte, c'est vraiment l'objet courant. C'est-à-dire qu'un utilisateur, enfin, un acheteur sur votre site, il a un objet contexte qui contient son customer, sa langue, etc. Donc moi, le contexte, il va prendre en compte ma langue quand je suis sur le back, mais aussi quand je suis sur le front. Idem pour un utilisateur classique lambda. Donc voilà, là je suis en anglais, j'ai bien le contenu en anglais, et là je suis en français, et j'ai le contenu en français. Parfait. Donc maintenant, on va voir la dernière étape qui consiste à avoir un module 100% réutilisable, absolument, parce que là demain, vous publiez votre module, et si une personne décide d'afficher non pas la colonne de gauche, mais la colonne de droite, alors on va le faire ici, hein. Apparence, thème et logo. On va enlever ça parce que ça ne sert à rien pour l'instant. On a le thème qu'on a actuellement, on va faire choisir la mise en page. Et là on va chercher la page catégorie, donc hop, catégorie, vous voyez, hop, vous vous rappelez, le body, tout ça, c'est exactement ça. Et là le body, vous voyez, dans le thème, je peux avoir des affichages différents. Donc là par défaut c'est 2 colonnes, une petite à gauche et 2 grosses colonnes du milieu. En gros, enfin, c'est un système de grille, donc colonne de gauche, colonne centrale. Je peux avoir 3 colonnes. Colonne gauche, colonne centrale, colonne droite. Après je peux avoir full width, donc pas de colonne. Et je peux aussi inverser, c'est-à-dire avoir 2 colonnes, la centrale et la colonne de droite. Donc je vais avoir... Allez hop, je vais faire ça. Donc là on a un affichage complètement explosé parce qu'effectivement il n'y a rien sur la colonne de droite. Il n'y a pas le filtre à facette. Donc je vais... Allez, je me dis bon, je vais afficher mon filtre à facette à droite, mon bloc catégorie,
et le module que je viens de créer. Alors, apparence, position, donc on va greffer les modules. Apparence, position, ça n'a pas voulu marcher. Donc je vais dire le lien de catégorie. Alors, lien de catégorie. Là j'ai toute une liste de hooks. Alors c'est toutes les hooks dans ma base de données. Et on va voir comment faire fonctionner ça. Donc c'est le display right colon. Display right colon. Enregistrer. Hop, un an. Navigation à facette. Idem display right colon. J'enregistre. Alors je vais quand même voir si ça marche, hein, on peut pas faire n'importe quoi. Oui, impeccable. Et maintenant je vais greffer mon module à moi. Et on va voir que ça va pas faire pareil, forcément. Donc, moi c'est my module. Hop, hop, hop. Et là il va me dire, bon, il n'y a que 2 hooks disponibles. Et comparé aux autres, il y avait énormément de hooks, comme on vient de voir juste avant. On peut se demander pourquoi. Donc il faut tout simplement aller voir ce qui se passe. Hein. Donc PS Faceted Search. Donc là je vais regarder ce qui se passe dans le module de recherche à facettes, qui lui fonctionne sans problème. Et là je vois que ici, vous voyez, la différence avec le mien, c'est qu'il va implémenter une interface qui s'appelle la widget interface. Et ça, en fait, ça a été créé depuis PrestaShop 1.7 et ça va permettre à n'importe quel module de se greffer sur n'importe quel hook. Donc on va tout simplement l'implémenter nous aussi. Et là, en implémentant cette interface, alors on peut aller voir à quoi elle ressemble. Hein, ça nous dit qu'il faut absolument qu'il y ait deux méthodes qui soient celle-ci pour que le module fonctionne. Donc, je vais dans le PS Faceted Search, je vais tout simplement voir un peu ce que font leurs méthodes à elles. Donc c'était Render Widget. Donc on va regarder un petit peu. Alors, on va mettre Render Widget. Voilà. Donc je vais copier ces deux là, parce que bon, c'est vide. C'est vide, donc ça va être assez simple pour le coup. Parce que là, si je mets pas ces deux méthodes, forcément, ça va me créer une erreur. D'ailleurs, il me le dit, hein, le truc il est en rouge. Parce que bon, forcément, j'ai masqué déjà la dernière accolade. Mais ça va normalement me faire une erreur. Donc là, on a une erreur 500. Les erreurs sont pas affichées sur ma configuration locale, mais en gros il me dit qu'il y a un problème au niveau de PHP parce que forcément j'implémente pas les deux. J'implémente la widget interface, mais je n'implémente pas les méthodes qui vont avec. Donc en gros, il se passe quoi? Eh bien, getWidgetVariable, c'est pour avoir des variables en fonction du widget qui vont être assignées ici à Smarty et fetcher depuis un fetch, quoi, tout simplement. Donc depuis un template, enfin, sur un template, pardon. Donc nous on va changer le template, on va mettre le nôtre. GetWidgetVariable, on va tout simplement récupérer ce qui s'est passé dans notre hook, c'est-à-dire ici. Donc vous voyez, on a assigné une variable qui s'appelle message, donc on va tout simplement en fait renvoyer un tableau qui va dire bon ben on va assigner message et on va lui dire qu'elle vaut cette valeur là. Et normalement c'est tout bon. Alors on va voir un petit peu ce que ça raconte. Plus d'erreur. Mon module n'est pas greffé, mais est-ce que... Mais là, du coup, on voit que j'ai absolument tous les hooks disponibles. Donc ça, c'est génial. Du coup, je vais pouvoir mettre sur le right colon. On va voir un petit peu ce qui se passe. Donc le module, ok, il se greffe bien. C'est super.
Après, c'est plus du coup. Alors, on n'est plus obligé maintenant d'avoir ce hook là, parce que si je le, en fait, on n'est plus obligé de mettre vraiment un hook, une méthode par hook depuis cette widget interface, ce qui est très pratique parce qu'on avait des modules à l'époque qui quand ils se greffaient sur, je sais pas moi, 20 hooks, ça pouvait arriver, mais c'était, fallait faire 20 méthodes et c'était vraiment compliqué. À chaque fois, il fallait rentrer dans le module, regreffer le module, etc. Donc là, c'est vraiment, c'est très très pratique. Il y a plusieurs avantages aussi à cette widget interface. C'est-à-dire que dans n'importe quel fichier TPL, hein, je le vois par exemple dans le bloc catégorie, je peux exécuter en fait mon module, tout simplement avec la fonction widget name. Et là, je mets le nom de mon module, donc le nom technique, c'est myModule. Vous voyez, donc un module peut exécuter d'autres modules. Donc là, je suis dans le bloc ici, dans le bloc catégorie. Vous voyez, à la fin, j'ai rajouté ça, et en fait, il s'exécute ici, mais il s'exécute là aussi, parce qu'il est greffé. Voilà, donc c'est vraiment super pratique. Et on peut aussi rajouter l'option, je crois, hook, et on peut dire display test, par exemple. Donc là, normalement, soit ça va mettre rien, soit ça va mettre une erreur. Alors ça m'exécute quand même parce qu'il ne connaît pas ce hook là. Mais si je fais un hook custom, par exemple, je dis bon bah moi je vais faire une fonction hook display test. Je retourne display test. Non. Est-ce que c'est bien cette option là? Grande question. On va aller voir sur la devdoc. Widget. Widget function. Hook display footer. Ok, c'est bien ça. Alors pourquoi il ne le prend pas? Peut-être qu'il faudrait le greffer. Alors on va le greffer. Alors, list register hook. Display test. Donc en fait cette méthode de register hook, si le hook n'existe pas, en fait il va le créer en base de données. Hein. C'est hyper pratique. Donc juste il faut que j'aille administrer mon module comme la dernière fois. My module, je vais l'administrer. Du coup là, mon hook il est bien créé en base de données, j'en ai plus besoin. Maintenant je vais voir un petit peu ce qui se passe. Non, il veut pas le prendre. Alors pourquoi? My module. RPS catégorie hook display test. Bon, ça reste un mystère, mais en théorie, il devrait me le prendre. Il devrait tout simplement me prendre le contenu que j'ai mis ici dans le display test et me retourner que ça. Donc je vais essayer de bricoler. Je vais voir un petit peu pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc on peut faire aussi un test dans le template tout simplement en exécutant juste le hook display test. Donc c'est hook, au lieu de mettre hook par contre c'est h display test. Donc là en gros on place, c'est la manière d'exécuter un hook custom. Hein. Donc quand vous créez vos propres hooks, vous pouvez les placer dans les templates. Et on voit bien qu'ici ça fonctionne. Widget, donc name égale ps, non je l'appelais myModule, pardon. Hook égale test. Eh ben non. Serait-ce un problème de la part de PrestaShop dans cette version ou c'est un problème qui est entre la chaise et le clavier comme 95% des cas? À voir. À voir. Je vais creuser un peu plus et je regarderai un peu plus tard et je ferai une réponse à ce propos. Mais en gros, voilà, widget super pratique, ça s'exécute partout. Très très pratique. Voilà, donc maintenant vous savez quand même développer un module PrestaShop. Donc grâce à cette base, vous allez pouvoir faire vraiment énormément de choses. Vous savez la manière de faire une interface d'administration, d'envoyer des données sur le front office, de gérer des données multilingues, de les sécuriser un minimum. Avec cette base, vous allez pouvoir aller assez loin. Maintenant, il faut voir un peu plus loin. Et on va essayer de voir plus tard comment fonctionnent les contrôleurs front, les contrôleurs back avec Symfony.
pouvoir vraiment étendre le back-office beaucoup plus, enfin, de manière beaucoup plus avancée et d'avoir des modules beaucoup plus complets. Voilà, cette base, elle s'adresse à des développeurs juniors qui veulent commencer PrestaShop, à des développeurs même qui ont un très bon niveau mais qui ne savent pas trop par où commencer. Voilà. Pour ça, je propose ce genre de vidéo parce qu'il y a beaucoup de demandes et c'est vrai que c'est pas évident quand on commence de manipuler PrestaShop, mais une fois qu'on connaît les grands principes, ça va très bien. Juste, je vais montrer comment marche ensuite l'override de vue grâce à un thème. Et bon, pour toute demande de documentation, bien entendu, il faut aller sur ce site-là, donc c'est devdocs.prestashop.com. Vous avez pour la future version 8 également la documentation qui sera mise à jour ou qui est en train d'être mise à jour ici. Pour tout ce qui est PrestaShop 1.7, c'est relativement complet. On trouve vraiment tout, il faut bien chercher, mais on trouve absolument tout. Voilà, il faut bien lire entre les lignes. Vous pouvez joindre aussi le Slack de l'association Friends of Presta, qui est une grosse communauté francophone où il y a beaucoup de développeurs de modules et de développeurs PrestaShop, des membres de l'équipe PrestaShop. Vous avez aussi le Slack développeur PrestaShop. Vous avez après le forum Facebook. Je mettrai tous les liens dans la description. Et bien entendu, vous avez le forum PrestaShop aussi pour tout ce qui est question d'utilisation et développement. Voilà, j'espère avoir été assez complet. Juste avant, effectivement, je vais montrer comment, en dernier, on override une vue depuis un thème. Donc je vais installer mon thème et overrider le module pour vous montrer le grand principe. A tout de suite. Donc voilà, je viens d'installer mon thème Cardilla. Et du coup, le but, c'est que je vais prendre le module qu'on vient de développer. Alors je vais le greffer, parce que normalement, quand on installe un module, il fait sa propre moulinette et il va dégreffer certains modules. Donc le nôtre a dû très certainement être dégreffé. Donc apparence, position, greffer un module, my module, hop, et là je vais le greffer sur le display left colonne. Display left colonne, voilà. Alors. Ok, donc on voit qu'il est bon, plus ou moins adapté, mais moi je vais essayer d'avoir un bloc. Je vais essayer en fait, je vais vous montrer tout simplement comment avoir un design, on va dire un peu custom, uniquement pour un module, en fait en prenant la vue par défaut, en la plaçant dans le thème, et en faisant ce qu'on appelle un override de vue, sans toucher à la vue par défaut. Parce que si, admettons, on va reprendre ma vue de my module. Si je le modifie ici, je vais rajouter par exemple modifier pour Cardilla. Là, ça va marcher sans problème. Alors, on va dire que sur le thème Cardilla, je veux qu'il y ait cette phrase qui soit rajoutée sans problème. Donc là, en faisant ça, ça va marcher. Mais demain, si le module que vous avez, vous l'avez acheté sur PrestaShop Add-ons ou n'importe où, et que vous le mettiez à jour, cette vue, elle va être écrasée. Et du coup, vous allez perdre vos modifications. Donc ce qu'il faut faire, déjà on ne modifie jamais les vues qui sont dans le dossier module, mais donc vous copiez la vue, et en fait en respectant exactement le même chemin depuis le dossier du thème. Donc là, vous voyez ma vue elle est dans module, my module, views, template, hook, mymodule.tpl. Et bien je vais dans mon thème à moi qui s'appelle Cardilla et je vais copier, je fais module, my module, views, templates, hook, slash my module.tpl. Voici l'override. Et là, en faisant ça, PrestaShop va d'abord analyser si cette vue existe depuis mon thème. Et il va placer cette vue ici. Voilà. Donc ça marche pour absolument tous les modules qui utilisent la méthode fetch.
Donc ça marche pour également les fichiers CSS. Vous voyez, on a greffé un fichier CSS ici. View CSS front.css. Donc si je vais, alors pas dans MyModule, mais du coup dans le dossier ici, MyModule, que là je crée views CSS front.css. On va remasquer le body, ça c'est la technique ultime. Et bien normalement, si j'ai bien écrit le chemin, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, PrestaShop front.css, il va non plus me chercher le front CSS qui est dans le module, mais le front CSS qui y a dans mon thème. Voilà. Donc ça c'est vraiment la bonne manière de faire. On ne touche jamais au module principal, sauf quand on n'a vraiment pas le choix, parce qu'il y a certains modules où ça ne fonctionne pas. Mais on ne touche jamais au module, on fait de l'override depuis un thème ou un thème enfant. Voilà. Et que ce soit du JS, du CSS et les vues TPL, on fait ça. Il y a aussi d'autres overrides qu'on verra certainement dans d'autres vidéos pour overrider des classes core de PrestaShop, par exemple la tools, la language, la product, la carte. Vous verrez dans PrestaShop on a un dossier override où on peut également modifier le comportement natif de PrestaShop mais sans toucher au core. Et de toute façon il y a une astuce pour voir si votre PrestaShop a été modifié et là ça peut être assez dangereux, surtout si vous faites une mise à jour. Donc avant de faire une mise à jour, vous pouvez aller dans c'est dans paramètres de la boutique, non c'est paramètres avancés, pardon, information, si il décide, voilà, information. Donc là cet onglet il met un peu de temps à s'ouvrir sur certains serveurs, en local ça va vite. Donc ici ça récapitule pardon, à peu près tous les paramètres importants. Vous voyez ici je vois que dans ma configuration c'est pas terrible. Mais là il me détecte que moi j'ai quand même un fichier qui a été modifié, le defines.inc.php. Alors honnêtement je sais pas trop ce que j'ai fait dedans. Peut-être que je l'ai ouvert pour vérifier un truc, mais non, je sais pas. Mais en tout cas, vous allez vite voir en fait ici une liste d'override, dire le fichier carte.php modifié, overridé, etc. Et voilà, si vous avez des fichiers core par contre qui ont été modifiés, il faut les analyser. Et s'il y a eu des grosses modifications dedans, si vous faites une mise à jour, vous risquez de les perdre. Voilà, donc ça c'est très important aussi à vérifier. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, désolé de la qualité, c'est mes premières vidéos, c'est un peu à la va-vite, mais je pense que ça peut être très instructif pour certains débutants, des apprentis, des jeunes qui veulent se lancer dans PrestaShop ou un petit peu comprendre le fonctionnement. Voilà. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. J'essaierai de faire des vidéos plus souvent, avec de la meilleure qualité. Voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les dire. Je vous remercie et à bientôt.